Bonjour à tous, il est 11 h, bienvenue. Je ne sais pas si vous m'entendez tous correctement. Julia, est-ce que tu m'entends correctement? Parfaitement. Parfaitement. Bon. Écoutez, merci à tous de nous avoir rejoints. Il y a quasiment on n'est pas loin de 80 inscrits sur le webinaire. Et je vois que les participants arrivent de plus en plus vite sur le webinaire. Donc, il y en a maintenant pas loin de 60 qui sont déjà connectés. On va encore attendre une petite minute. Et puis, je vous propose de démarrer ce webinaire qui est sous un format de table ronde. Donc, on va revenir un peu dessus. Bon, écoutez, on va démarrer le webinaire. Donc, bienvenue à tous. Merci de vous être connectés. Donc, on a souhaité faire un webinaire sous forme de table ronde, que ça soit un peu dynamique et puis pour partager avec vous sur un sujet qui touche la classification douanière, donc la détermination du code douanier. Et l'aborder sous un angle de la digitalisation, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, des processus métiers sont en train de se digitaliser dans les entreprises. Donc, on a souhaité partager avec vous le plaisir d'accueillir avec nous pour cette table ronde. Tout d'abord, Géraldine Jarlegan, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et qui est responsable douane et réglementation commerce extérieur chez Chanel et de la division mode. François Catlino, qui est un expert sur la partie douanière et de même sur le commerce international, et Frank Brockman, qui est le directeur produit sur la partie Global Trade Management de MyTower. Le webinaire va être enregistré. On vous remettra à tous les participants à l'issue du webinaire l'enregistrement. Comme ça vous permettra de le revoir ainsi que la présentation. Alors, avant de le webinaire, très rapidement, qui nous sommes. On a 3 métiers au sein de la structure Alice et de MyTower. On est à la fois un éditeur de logiciels, on édite des logiciels autour des problématiques douanières et du commerce international. Et on a des logiciels sur la digitalisation des processus du transport. On est aussi une équipe de consultants plutôt experts de la même manière sur les problématiques du transport, de la douane, de l'OA et puis du trade compliance. Et on gère pour le compte de certains clients des processus externalisés que les clients nous confient et qu'on gère pour leur compte, que ce soit sur le transport, mais aussi sur la douane. Voilà, donc nos solutions, on a plutôt des solutions de transport et puis de Global Trade Management et un ensemble de services qui viennent en support des solutions. Voilà, donc la compréhension qu'on a des supply chains et en particulier des supply chains internationales, elles sont en train de se transformer. Elles favorisent de plus en plus la collaboration. On fait face de plus en plus à des besoins et puis des demandes d'automatisation des processus au sein des entreprises, et en particulier des processus de la supply chain et des problématiques de la douane et puis du trade. Et sans perdre de vue qu'il y a une réglementation derrière, que cette réglementation est contraignante et qu'elle doit être respectée, mais qu'on peut en faire, si elle est bien exploitée, un levier de performance au sein de ces supply chains. Donc, nous avons décidé aujourd'hui d'aborder un sujet avec vous qui est un sujet qui est plus souvent abordé, qui est le sujet de la classification. C'est un sujet où on considère qu'il y a un certain nombre de barrières à l'entrée, en particulier d'expertise autour du produit et de risques dans la détermination du code douanier. Maintenant, force est de constater que de plus en plus, ce type de processus sont en train de se digitaliser dans les entreprises. Et on a souhaité partager avec vous réflexions et retours d'expérience. Voilà, donc l'enjeu de cette table ronde, ça va être de balayer
très rapidement les points suivants. Donc, on va commencer par cadrer un peu les enjeux sur le code douanier. Au-delà du code douanier, il y a un processus qui permet à la détermination du code. Donc, on va aborder avec vous et partager quels sont les grands enjeux de ce processus-là. On va aborder aussi avec vous la possibilité de l'automatiser. Et qu'est-ce qu'on entend par automatisation de la classification douanière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme d'automatisation? Est-ce qu'on a des limites à l'automatisation? Et est-ce qu'il y a des précautions qui doivent être prises quand on se lance dans ce type de projet? On viendra aussi vous parler des projets de digitalisation, donc de classification automatisée. Et en particulier, on viendra démystifier un certain nombre d'idées préconçues qu'il y a sur le niveau de difficulté de ce type de projet. Et vous verrez que finalement, ce type de projets ne sont pas si compliqués que ça. On partagera avec vous aussi des retours sur les retours sur investissement et puis les opportunités que peuvent apporter ce type de projet. Et il y aura un vrai sujet sur l'évolution du métier de classificateur qu'on partagera aussi. Et on ouvrira les horizons avec des expériences autour de l'intelligence artificielle et de la détermination du code douanier. À l'issue de cette présentation, bien sûr, vous pouvez poser des questions sur la plateforme. Donc, vous avez un système de chat qui est à droite normalement sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on essayera à la fin du webinaire de prendre 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à toutes ces questions. Voilà, donc en préambule sur la digitalisation, il y a 3 sujets autour de la digitalisation. La digitalisation pour simplifier et puis améliorer la relation avec ses clients et puis ses partenaires. Il y a un deuxième volet de la digitalisation qui, lui, traite plus de la donnée. La digitalisation avec la captation de la donnée et l'exploitation de la donnée, et en particulier l'exploitation de la donnée pour mieux comprendre ses processus, mieux comprendre ses clients, mieux comprendre ses marchés, ses produits. Et puis, vous avez un troisième volet de la digitalisation qui, lui, concerne en particulier l'automatisation des processus, qu'on appelle la robotisation, la mise en place d'automates, et ça sera le sujet que l'on abordera aujourd'hui. Alors, je vais d'abord m'adresser à François Catino pour lui demander très rapidement de nous refaire un point sur le code douanier. Pourquoi il est important, ce code douanier dans le processus de déclaration en douane, et puis quels sont les enjeux qui se cachent derrière le code douanier. Bien, merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Bonjour à tous. Oui, effectivement, le code douanier, pourquoi c'est important? En fait, c'est assez simple, c'est le cœur de la déclaration. Sans code douanier, vous n'avez pas la possibilité d'identifier le produit que vous avez à dédouaner. Et encore moins, d'ailleurs, l'agent en douane ou le RDE que vous utilisez, le représentant en douane enregistré. Donc, le code douanier, c'est le cœur de la déclaration. C'est ce qui va déterminer les taxations douanières ou les autres taxes que vous aurez à payer. Ensuite, aussi, ça va déterminer le type de réglementation que vous devez suivre, de normes, peut-être de licences à l'importation ou de licences à l'exportation que vous aurez à fournir lors des opérations de dédouanement à l'import et à l'export. Ça aussi, c'est déterminant pour calculer l'origine de vos produits, l'origine préférentielle ou non préférentielle. Et enfin, on sait aussi que ça peut servir de manière ultime à permettre des classements pour les biens à double usage, puisqu'en fait, on peut faire un lien entre, dans certains cas, hein, pas dans tous les cas, mais on peut faire un lien entre le code douanier TARIC et le code export control qu'on appelle ECCN, qui va nous permettre de gérer la problématique des biens à double usage. Donc, le code douanier, c'est juste fondamental lorsqu'on fait une déclaration en douane. C'est l'information primaire pour faire une déclaration en douane et c'est une information de base extrêmement importante. François, je rebondis sur l'importance du code douanier. Il y a toujours eu une question autour de finalement qui est responsable de la détermination du code. J'ai toujours entendu des débats autour de est-ce que c'est le représentant en douane, le commissionnaire en douane qui est responsable du code douanier vis-à-vis de l'administration douanière, ou est-ce que c'est le chargeur?
l'industriel, le distributeur qui a la responsabilité vis-à-vis des douanes de la détermination du code. C'est un sujet qui n'a jamais été très clair dans les débats que j'ai pu avoir autour de moi. Alors, tout à fait, c'est vrai, c'est un sujet qui n'est pas du tout, qui n'est pas clair, mais pour moi, en tant qu'opérateur, c'est-à-dire importateur ou exportateur, c'est assez clair. En fait, quand on est une industrie qui fabrique des produits, ou même une société de commerce qui importe des produits ou qui les revend, on doit être en mesure de connaître les attributs, les critères du produit, c'est-à-dire on détermine comment peut être classé ce produit dans les règles de classification et des notes explicatives des règles de classification que l'on connaît, qui servent à déterminer la nomenclature douanière. Donc, je dirais que le représentant en douane enregistré, il a un rôle de conseil. Bien sûr, il a un rôle de conseil, mais quand il y a un litige et quand il y a une problématique sur une nomenclature douanière, sur un TARIC, la douane viendra toujours voir l'opérateur, c'est-à-dire celui qui est responsable de l'importation, l'importateur, l'exportateur, celui qui est donc responsable de ces produits et du classement tarifaire. Donc, pour moi, c'est bien l'entreprise qui est importatrice ou exportatrice qui est responsable de la gestion et la définition du tarif attribué pour un produit. Bon, on a compris en fait l'enjeu autour du code douanier. Maintenant, quand on regarde le processus qui permet d'aboutir à la détermination du code, on se rend compte que là aussi, il y a de vrais enjeux et c'est à Géraldine Jarlegan que je m'adresse. Avant de rentrer dans les processus de détermination du code, Géraldine, chez vous, au niveau de la mode, quelques grands chiffres sur l'HS code, le code article ou les articles que vous manipulez au sein de la division mode de Chanel sans trahir les secrets. Alors, nous, au niveau de la division mode Chanel, on est sur 5 lignes de produits. Donc, du prêt-à-porter, la maroquinerie, la chaussure, des lunettes et ce qu'on appelle aussi des bijoux et autres accessoires. Donc, c'est 5 lignes de produits qui sont présentées en fait à chaque collection. Il y en a 6 collections par an. Et on est sur une logique en fait de renouvellement constant des produits. C'est-à-dire qu'un produit qui est présenté à une collection ne le sera pas à la collection d'après. Donc, ça veut dire qu'il faut à chaque fois se reposer les questions de la classification. On est à peu près sur une moyenne de 2000 à 3000 références par collection. Et quand je dis qu'on se réinterroge sur les produits, c'est que voilà, c'est qu'on est dans le domaine de la mode, sur des matières qui évoluent, sur un esprit aussi très créatif du studio. Donc, un sac à main n'est pas un simple sac à main pour Chanel. Donc, du coup, c'est toujours se réinterroger sur voilà, la définition du code douane. Et du coup, on a abouti à peu près à plus de 200 codes douane, si je prends dans la longueur sur HS6, HS10, sur la gestion en fait de chaque classification pour les articles. Alors, si je comprends bien, il y a quasiment 15 000 articles à classer par an, chaque fois dans des collections, donc dans des temps qui sont relativement courts. Donc, c'est quoi les grands enjeux liés au processus de détermination? Parce que là, on se rend compte que finalement, il y a un enjeu sur la détermination du code en lui-même, mais il y a des vrais enjeux sur le processus pour arriver à la détermination dans un temps très court avec de fortes volumétries d'articles à classer. Donc, c'est quoi les enjeux que vous avez derrière dans votre organisation? Déjà, si je rebondis sur ce qu'a dit, sur ce qu'a expliqué François, le premier enjeu, il est sur la cohérence et l'exactitude du code douane au moment de la déclaration. Donc indirectement, peu importe comment vous arrivez à ce code douane, l'essentiel c'est que ce code douane existe et qu'il soit bon par rapport à votre marchandise en fait pour pouvoir le dédouaner. Après, le deuxième point, quand vous êtes en charge de la compliance et que vous avez des autorisations de douane, la certification, etc., c'est tout le processus de détermination en fait de ce code douane. Et il ne s'agit pas d'être OOA pour ça, c'est comment on arrive à déterminer pour chaque article ces codes douane et d'autant plus avec un rythme, par exemple pour nous, de renouvellement constant des collections, en disant voilà, qu'on est sur des temps très courts. On n'utilise pas, nous, par exemple, des RTC parce que le délai ne correspond pas par rapport à la durée de vie de nos produits. Donc, du coup, c'est aussi des processus qui doivent être compliant, mais aussi dans une timeline assez courte.
Donc en fait, on est sur voilà, le mix entre obligation de moyens sur ce processus et obligation de résultat pour aboutir à un bon code douane. Donc si je comprends, Géraldine, vous êtes tourné vers l'automatisation. C'est-à-dire que l'automatisation pour vous des processus a été une des solutions pour contrecarrer ce volume et le temps réduit que vous aviez pour classer vos produits. En fait, ça s'est construit en plusieurs temps. Déjà, de premier abord, on avait l'automatisation, on l'avait un peu vu par un peu du fichier Excel, où le moyen, en fait, c'est de pouvoir donner l'information à nos équipes qui sont en charge de la codification des articles. Et dans la codification des articles, il y a le code douane qui, là, est la classification. Du coup, c'est voilà, c'est de mettre à disposition ces fichiers Excel et le département douane étant là en tant que support, dès lors qu'en fait l'information n'est pas trouvée dans ces fichiers Excel. Voilà, on ne peut pas tout couvrir non plus, et nos équipes en charge de la codification ne sont pas des experts douane non plus. Donc nous, là, le département douane, on agit plus comme sur la maintenance de ce fichier, et un peu comme une administration quand voilà, il faut nous demander pour tel produit, tel code douane, en fait, on nous sollicite, un peu comme on demandera un RTC à l'administration. Donc du coup, c'était clé, en ayant ça, de pouvoir dire après, voilà, il faut aller sur l'étape d'après, sur l'automatisation en partant de ces bases d'Excel et d'interrogation. Quelque part, Géraldine, c'est la disparition du fichier Excel et la transformation du fichier dans des processus et des systèmes d'information pour arriver à une automatisation et une détermination du code de manière automatisée. C'est ça dont on parle. Oui, en fait, c'est plus que la disparition, c'est comment exploiter ce fichier Excel, mais voilà, en allant beaucoup plus loin. Déjà parce que nous, de manière, en amont, on est sur voilà, des produits qui n'arrêtent pas de se renouveler. Et l'idée après, c'est au-delà de simplement automatiser un fichier Excel pour trouver plus rapidement le code douane, c'est qu'il faut penser beaucoup plus loin. Tout d'abord, par rapport à la croissance de notre activité et de nos produits, parce qu'aujourd'hui, là tout à l'heure, je parlais de produits finis, mais au fur et à mesure, on est en train de gérer aussi tout ce qui est pièces détachées, les produits finis, semi-finis pour nos différents marchés. Donc du coup, c'est un volume plus conséquent aussi en termes de classification. Tout à l'heure, je parlais des process. Du coup, c'est aussi s'assurer que tous nos process sont compliant. Donc du coup, Excel, c'est bien, mais ça a aussi ses limites en termes de centralisation et de capitalisation des classements, notamment si on a un contrôle 3 ans après. Pourquoi est-ce que cet article a été classé à tel code douane il y a 3 ans? Il y a aussi une volonté de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, parce que l'idée, c'est pas simplement faire de la classification à chaque collection. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, la codification, elle est faite par nos équipes en externe, en tout cas dans d'autres services. Donc, c'est aussi identifier où est-ce qu'il y a pu y avoir des anomalies, comment on les accompagne en ce sens. Donc, du coup, c'est comment récupérer ce fichier Excel pour qu'il puisse permettre toutes ces différentes actions. Et donc, c'était notamment de l'implémenter dans un outil qui, par un arbre de décision, en fait, propose des codes douane et permet de faire de l'analyse sur la bonne attribution du code douane. Et la cible ultime, c'est aussi le support au marché. C'est-à-dire, là, on parle de codification des arbres de décision avec une réglementation européenne. L'idée demain, c'est aussi, pourquoi pas, proposer ces codes douane selon la réglementation pour la Chine, pour les US et autres marchés. Franck, toi, tu es l'expert des systèmes d'information. On entend parler d'arbres de classification, d'automatisation. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon assez simple ce qui se cache derrière l'automatisation? Franck? Oui, c'est un principe très simple. Donc, dans notre outil, on a trouvé un moyen de représenter ces arbres de décision que Géraldine a parlé, et dans une manière plutôt exprimée, pas dans une vocabulaire technique douanière, mais plutôt dans utilisant un vocabulaire qui est proche du vocabulaire des experts des produits et des experts douaniers en même temps. Donc, ça, j'ai pris un exemple d'une application de cet outil
dans la chimie où j'ai un article qui a un certain nombre des attributs. Là, il vient d'une certaine division, il y a un type de produit, il y a des attributs physiques. Et on essaie de représenter la connaissance des experts produits et leur façon de prendre une décision pour trouver un code dans une manière formalisée sur un arbre des décisions. Et sur chaque nœud de ce arbre, on peut représenter la prise de décision dans une logique qu'on représente dans l'application. Et cette logique de sélection est exprimée au niveau des attributs des produits. Et à chaque nœud, on représente en même temps une code douanière. Ça peut être une code HS, une code pour le double usage ou autre. Et donc, alors d'abord, on formalise ce arbre de décision et déjà dans l'application, l'utilisateur final peut juste parcourir l'arbre et trouver le code. Mais une fois on a ce jeu des attributs des articles et on a représenté cette sélection, cette logique de sélection, on peut aussi automatiquement tourner appliquer cet arbre à un article donné et dérouler l'arbre automatiquement jusqu'au bout, ou peut-être il n'y a pas dans chaque nœud une sélection existante, une code existante. Dans ce cas, c'est juste un processus semi-automatisé. Donc, l'outil va arriver à une code partielle et l'utilisateur doit faire le reste. Ou si on a représenter la logique juste en bas, jusqu'au dernier niveau, jusqu'à une code HS avec 10 chiffres, ça devient une automatisation complète. Mais il faut toujours savoir, le système propose un code, c'est une aide à la décision. Non, alors ça dépend de façon on implémente cet outil, c'est soit à l'utilisateur final d'accepter cette proposition ou de directement accepter automatiquement cette proposition par l'outil. Ça, c'est toujours un choix d'implémentation. On commence normalement avec une semi-automatisation et au fur et à mesure, dès qu'on a gagné confiance avec le système, on peut aller vers une vraie automatisation. Et si je comprends bien, Franck, on a un article. Cet article est composé d'un certain nombre d'attributs, donc on doit définir des attributs. Et ensuite, en fonction des attributs qui ont été déterminés, il y a un arbre de décision qui prend les attributs et qui, chaque fois qu'il avance avec les différents attributs du produit, permet de déterminer petit à petit, step by step, le code douanier et ou le faire de manière automatique, c'est-à-dire de l'attribuer automatiquement à l'article ou alors de le proposer à la personne en charge de la classification du produit. Exactement, c'est ça. On dépend critiquement dans cette manière d'appliquer de la qualité des données, des attributs des produits. Il y a aussi d'autres approches, on parle peut-être plus tard. On peut aussi travailler sur des données non formalisées, non structurées, mais sur cette approche avec l'arbre des décisions, on dépend critiquement des qualités des données à l'entrée. C'est clair. François, toi, tu as été familier avec ce type de projet parce que tu l'as fait dans une vie antérieure à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où les arbres de décision s'appliquent assez facilement? C'est-à-dire que c'est naturel de dire que, tiens, dans tel secteur d'activité, ça fait du sens de passer par de la classification automatique? Alors, je pense que, avant de donner les noms des secteurs, je pense que ce qu'il faut reprendre, c'est ce qui a été dit par Franck et Géraldine. C'est important de comprendre qu'en fait, quand on a un gros volume de classification de produits à classer ou même de matières premières à classer, pas avec des périodes qui se répètent dans l'année, c'est-à-dire par trimestre ou pour les différentes saisons de mode, etc. Là, on peut avoir un gros volume d'activités à gérer et donc, effectivement, lorsqu'on a un volume assez important de classement tarifaire à faire sur l'ensemble des produits, les nouveaux produits que l'on a à gérer, oui, bien sûr, ça peut apporter une valeur ajoutée. Et c'est dans ce cadre-là que je pense que les industries de la chimie, de la fragrance, des arômes, les industries du commerce, enfin les activités de commerce de gros, le retail
Et puis l'industrie automobile peut être intéressée par ce type de solution parce que probablement ils ont un assez gros volume de nouveaux produits à gérer périodiquement. François, je vais plus loin dans les questions. On a compris qu'il y avait un intérêt pour certaines sociétés de mettre en place ce type d'automatisation. Mais on peut atteindre quel niveau d'automatisation sur la détermination du code aujourd'hui? Est-ce qu'on a des retours d'expérience? Alors là, je ne vais pas donner un chiffre tout de suite, mais je veux dire, là encore, il faut se poser la question de à quel niveau, Franck l'a très bien expliqué. En fait, l'automatisation, elle peut être réussie et optimale si on définit de manière précise les critères et les attributs des produits ou des matières premières qu'on souhaite classer de manière précise, dans le cadre, dans le processus que Franck a expliqué. Donc, plus on va loin dans l'exhaustivité et la précision de l'arbre de décision, plus on peut classer de manière automatique. Donc, grosso modo, dans certaines industries, bon, le monde de la fragrance, peut-être un monde qui est assez simple en termes de classification, on arrive à 90% des nouveaux produits qui sont classés de manière automatisée. Donc voilà, on peut arriver jusqu'à ce niveau-là, mais après, ça dépend de l'investissement que l'on met sur l'automatisation et du temps. Et puis, de toute façon, ce sont des choses qui peuvent se planifier sur plusieurs mois, voire sur voilà, 1 ou 2 années pour arriver à 90%. Donc, si je comprends bien, il y a un véritable intérêt pour certains secteurs d'industrie de faire de l'automatisation de la classification. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que finalement, un automate, une fois qu'il a été programmé, il répète toujours la même opération. Et donc, s'il est bien programmé, il n'y a pas d'erreur. Alors, où sont les limites et où sont les risques, entre guillemets, de cette automatisation, de cette classification automatisée? Où se trouve l'enjeu? Dans l'automate ou c'est ailleurs? Alors oui, comme tu as dit, c'est un principe comme avec tous les robots. S'ils ont bien programmé, ils vont 1000 fois la même opération et ça va être exactement 1000 fois le même résultat. Mais comme j'ai dit déjà en amont, on dépend critiquement des données et aussi de la structure de l'arbre des décisions. Donc, le focus se change un peu des processus répétitifs pour des classeurs. Ça se change plutôt vers une gérance de la qualité des données en amont et une gérance de ce type de l'arbre des décisions et le faire évoluer avec le temps dès qu'il y a des nouveaux types de produits qui arrivent, des nouveaux matériels qui arrivent, des nouveaux ingrédients qui arrivent. Et c'est plutôt ce type de problématique qu'on doit gérer si on met en place un algorithme comme ça. Et comme j'ai dit, une fois c'est bien programmé, ça tourne à 100%, ce 1000 produits ou 10 000 produits ou 1 million de produits, ça va toujours donner le même résultat. C'est plutôt le problématique qu'il y a des nouveaux matériels, des nouveaux produits où il y a où il y a le focus après une implémentation comme ça. Bon, la machine elle-même, certainement peut faire des tests de cohérence et des éléments comme ça pour assurer la qualité des résultats. Donc c'est juste, il faut certainement contrôler la qualité après si on met en place une telle automatisme. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que effectivement, l'enjeu se trouve au niveau de la fiche article, des données du produit et des attributs qu'on fixe sur les produits. Géraldine, de ton côté, comment tu t'assures en fait que les processus sont sous contrôle de classification et de détermination du code? Déjà, avant même de s'assurer comment est-ce qu'il fonctionne, il faut déjà, avant même de se lancer là-dessus, avoir fait un espèce quand même de prérequis
sur l'analyse. Alors, il ne s'agit pas de le connaître vraiment de manière très précise, mais il faut connaître ces processus de codification. En l'occurrence, en fait, notamment quand c'est externalisé auprès d'autres équipes. Et il faut connaître aussi, et c'est un peu ce qu'expliquait Franck, les attributs des produits. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas déployer votre outil si vous ne connaissez pas les attributs. Après, ces attributs, la manière dont ils sont traduits dans cet arbre de décision, c'est de les vulgariser pour permettre une utilisation par d'autres équipes. Parce que si vous mettez le vocabulaire d'encyclopédie douanière dans cet arbre de décision, quand vous le donnez à des équipes techniques qui sont sur du textile ou des choses comme ça ne leur parlera pas. Donc déjà, il faut avoir conscience de ça, et ça, c'est les éléments clés qui, après, il ne s'agit pas de les connaître dans leur précision, mais en tout cas, qui vont fonder le projet. Et une fois que le projet va pouvoir se lancer et que l'arbre de décision est déployé, l'idée, c'est de comprendre aussi comment cet arbre de décision s'intègre dans ces processus. Déjà, première chose, c'est que, comme l'a expliqué Franck, un automate, il fait que répéter ce qu'on lui a implémenté comme règle de gestion. Donc maintenant, l'idée aussi, c'est de se dire comment nous, humains, on est aussi en support de cet automate parce qu'il faut pouvoir veiller à sa mise à jour, sa veille, notamment quand on parle d'une veille réglementaire, etc. Mais le plus important, c'est pas la fonction que l'on a sur l'arbre de décision, c'est surtout sur la définition des attributs qui sont en amont. Si tout d'un coup, vous mettez une nouvelle matière en production dans vos articles, l'arbre de décision ne va pas les détecter. Et même si vous mettez votre arbre de décision en cohérence avec la réglementation sur cette nouvelle matière, s'il ne sait pas exploiter l'information qui lui vient en tant qu'attribut de la fiche article en amont, il ne saura pas l'exploiter. Donc tout le jeu, en fait, voilà, de s'assurer comment les arbres de décision fonctionnent, c'est en soi, l'arbre fait ce qu'on lui demande de faire. Maintenant, c'est s'assurer que les éléments à partir desquels il commence à travailler sont les bons. Et ça, ce sont les attributs au niveau de la fiche article. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, le classificateur, il passe de moins en moins de temps à classer le produit. Il passe de plus en plus de temps à concevoir, entre guillemets, les règles de classification dans l'arbre de décision. Et surtout, il passe beaucoup de temps avec le produit pour arriver à déterminer quels sont les bons attributs qui vont être utilisés par l'arbre de classification. Donc, on a un classificateur qui se rapproche de plus en plus des équipes produits, si je comprends bien. C'est vrai que là, nous, ça a changé la dimension de ce rôle, puisqu'avant, on était plus en rôle, on va dire, on intervenait au moment où on faisait le contrôle, etc. Maintenant, on est plus en accompagnement aussi dès la phase de développement, puisqu'en fait, l'arbre de décision exploite dès le moment où les attributs de la fiche article sont complétés. Donc là, c'est vrai que le classificateur peut faire de la pré-analyse et peut déjà identifier des cas que l'arbre de décision lui détecterait comme des cas de blocage. Et au-delà de se dire est-ce que la pertinence de mon code douane est bonne ou pas bonne, c'est que nous, ça nous permet aussi d'exploiter d'autres points. Alors, nous, dans le domaine du luxe, on n'en est pas à déterminer des sourcings, à préférer tel tissu à tel autre parce que ça va avoir un impact sur notre prix. Dans le domaine du luxe, c'est plus la qualité du produit qui fait qu'on va choisir ce sourcing-là plutôt que le fait qu'il coûte 10 € moins cher qu'un autre. Par contre, nous, le code douane, c'est une stratégie qu'on a prise dans la maison, en tout cas, sur la définition du made in. Donc, d'un coup, se dire, attention, là, si on part sur un mauvais code douane par rapport aux attributs du produit, son mode de fabrication fait que le made in ne sera pas un made in France ou un made in Italie, là, c'est un moyen pour nous d'alerter beaucoup plus tôt pour pouvoir dire attention, là si on part sur ça, on sera sur tel code douane et du coup le made in ne sera pas cohérent puisqu'on accompagne aussi sur l'identification des sourcings quand même de certains composants qui peuvent jouer dans cette matière-là. Après sur du monde un peu plus automobile, aéronautique ou peut-être même dans le domaine de François, c'est peut-être pousser un peu plus loin sur l'analyse des sourcings et choses comme ça. En tout cas nous on ne l'a pas. Après je sais pas pour François. Donc, ce que tu es en train de se dire, c'est qu'effectivement, le classificateur qui se rapproche de plus en plus du produit va aussi contribuer à des réflexions plus de sourcing de produits, de redétermination des composants à l'intérieur du produit pour optimiser les HS codes. C'est finalement ce que j'entends. Franck, c'est compliqué de mettre en place ce type de projet aujourd'hui ?
Alors, techniquement, c'est un système relativement simple. Donc, si on parle juste du parti IT, c'est un des premiers projets à mettre en place si on attaque une programme de gestion complet des commerces internationaux. Alors, normalement, si on a une telle programme, on fait l'origine, on fait l'export contrôle, mais tout d'abord, il faut mettre en place un projet classification parce que, comme François a dit, c'est vraiment la base pour toutes les réflexions et les processus arrière. Et une tel projet, comme j'ai dit, c'est un projet initiation. Normalement, on prend ce type de projet à peu près 6 mois peut-être. Les interfaçages, c'est très simple. C'est un principe un interfaçage entrant avec le Material Master. Alors, donc tous les attributs des matériels et un interface sortant avec les codes en question, les codes HS, les codes ECCM, tous les codes on gère dans cet outil. Alors, normalement, cet outil vient l'outil maître pour gérer tous les codes des produits qui sont nécessaires pour le commerce international. Et comme je dis, c'est normalement un projet de 6 mois. Bon, il y a peut-être un peu de travail en amont sur les arbres des décisions, sur des attributs, mais ça se paralyse aussi avec la mise en place des éléments informatiques, l'interfaçage et tout ça. Ça, c'est un outil qui tourne dans le cloud, donc on n'a pas besoin de l'infrastructure dans l'entreprise. C'est relativement simple, ça va relativement vite dans la mise en place. Donc, si je comprends, c'est plus un projet à dominante métier qu'un projet à dominante technique, puisque l'intégration dans les systèmes d'information se fait simplement avec deux messages. Un message qu'on récupère de la base article quand il y a un nouvel article et qui est en cours de création, et on récupère ses attributs, et le système va aller utiliser l'arbre de classification pour déterminer quel est le code douanier qui est en lien avec cet article-là, et un message, une fois que le code a été déterminé, qui remonte dans le système SAP ou autre, hein, au niveau de la fiche article, et qui va remonter le code article dans la fiche article. Donc effectivement, de ce que je comprends, d'un point de vue intégration informatique, c'est un projet qui est relativement simple. Par contre, il y a toute une dimension métier, mais finalement, le métier de la douane est un métier qui est plutôt passionnant. Donc, généralement, les gens du métier sont plutôt, adhèrent plutôt bien à ce type de projet parce qu'ils y voient une vraie valeur ajoutée derrière. François, les ROI qu'on peut obtenir avec ce type de projet, et puis est-ce que ce type de projet permet d'avoir des horizons un peu plus ouverts en termes d'opportunités une fois qu'on l'a mis en place? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, bon, après, le ROI financier, on sait tous, hein, quand on soumet des budgets, des projets de ce type-là, il faut convaincre les décideurs, les directeurs financiers. Donc, évidemment, il y a des ROI. Je pense que le premier ROI, et ça a été dit par Géraldine, en fait, ce qu'on observe, c'est que d'abord, le classificateur est beaucoup plus en amont sur la définition des produits que l'on va fabriquer, avec quels composants. Et ça peut déterminer un certain type de classement. Donc, il est déjà en amont. Mais en plus, avec l'automatisation, une fois que l'automatisation est à une hauteur acceptable, donc je l'ai dit tout à l'heure 90%, mais c'est à vous de décider dans vos entreprises quel type d'automatisation vous souhaitez avoir et si c'est possible. Mais si l'automatisation est possible à une hauteur assez forte, ça veut dire que la personne qui est chargée, la ressource qui est chargée de faire la classification, va travailler plus en amont avec l'ingénierie produit, mais aussi elle va travailler sur les points les plus critiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va aussi avoir, grâce à cet outil, un certain nombre d'indicateurs, un tableau de bord qui vont vous permettre d'identifier quels sont les produits sur lesquels on doit travailler, la nomenclature, et ensuite, cette personne, cette ressource en charge du classement tarifaire va pouvoir mettre en place des régimes tarifaires contraignants
dans les zones dont il est responsable, en Europe, en Asie et dans d'autres pays, ce qui lui permet, comment dirais-je, de protéger l'entreprise par rapport aux administrations douanières, car il a des rulings qui lui permettent d'expliquer pourquoi il a classé le produit de telle ou telle façon. Donc le ROI, non seulement il peut être financé par une diminution du volume transactionnel parce qu'on automatise, mais aussi une grande augmentation de la conformité et de la compliance. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que en fait, le métier de classificateur, aujourd'hui, avec ce type d'outil, passe d'un métier, je dirais, d'un métier classificateur douane à un métier d'ingénierie douanière, d'analyste classificateur, et aussi quelqu'un qui doit être en mesure de gérer les règles des arbres de décision. Et ça, c'est extrêmement important. Ce que je retiens de tout ça, finalement, c'est que est-ce que ce sont des projets qui sont compliqués? Non. Est-ce que il y a une vraie valeur ajoutée derrière au niveau de du calcul de ROI, enfin du ROI et puis des opportunités? Oui. Est-ce qu'on est capable de mettre les risques sous contrôle? Oui, on met les risques sous contrôle de façon beaucoup plus précise parce que l'automate fait moins d'erreurs que l'être humain quand il classe. Hein. En revanche, il faut mettre sous contrôle les fiches articles et puis des attributs du produit, c'est-à-dire qu'on remonte beaucoup plus dans le produit. Donc, on est en train de se rendre compte qu'effectivement, la digitalisation du processus de classification va permettre de faire évoluer le métier de classificateur. Alors, Géraldine, chez toi, le métier de classificateur, si je veux être provocant ou si je caricature, c'est un métier qui disparaît ou alors c'est un métier qui se transforme et s'il se transforme vers quoi? Alors, c'est un métier qui évolue, parce que se transformer, ça peut aussi dans le mauvais sens. Donc, au contraire, qui évolue, puisque tout à l'heure, on parlait voilà, du changement de timeline, c'est-à-dire qu'il intervient beaucoup plus en amont. Donc déjà, il peut intervenir dans des process de décision, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. On est un petit peu pas forcément pour nous, mais il peut arriver un peu en fin de route et entre guillemets confronter les équipes, alors que déjà toutes les décisions ont été prises sur du sourcing, des choses comme ça. Déjà de travailler avec les opérations produits, mais il change aussi, enfin il évolue dans sa manière de travailler parce qu'on parle d'un arbre de décision, donc quand même aussi d'une histoire de paramétrage entre les attributs de fiches articles dans des systèmes d'information pour arriver dans un autre système où il y a l'arbre de décision. Donc c'est un rôle aussi que le classificateur doit avoir avec les directions informatiques. Donc avoir cette sensibilité de comment fonctionnent les systèmes, les interfaces, pour pouvoir traduire son métier dans du système, sans aller jusqu'à du développement, mais en tout cas, du coup, il est obligé de comprendre le fonctionnement de son arbre si demain il devait y avoir une évolution à faire. Il a aussi, ce que je disais tout à l'heure, un rôle plus en aval aussi sur une démarche d'amélioration continue. Encore une fois, aujourd'hui, il fait, si sa fonction est de donner le code douane pour que l'article puisse partir, l'idée c'est comment on s'assure en analysant sur plusieurs collections les erreurs de code douane qu'il y a pu y avoir. C'est-à-dire que même si l'arbre de décision vous donne un code douane, c'est dans quelle mesure on a décidé de prendre ce code douane-là ou vraiment d'insister en voulant mettre manuellement le nôtre. Donc, c'est de pouvoir en fait contrôler cette démarche de qualité vis-à-vis des équipes, mais vis-à-vis aussi au sein même du département de douane. Et après, en projection plus lointaine, encore une fois, sur l'ouverture au marché du fameux export prépare l'import, c'est aussi accompagner nos marchés pour que eux aussi optimisent leur process. Et dans ces cas-là, le classificateur, il est plus simplement sur un scope France, ou même Union européenne, c'est que d'un coup, il prend aussi une dimension worldwide. Donc, au contraire, c'est une évolution avec une casquette qui est beaucoup plus large que la simple conception qu'on peut en avoir aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous aviez même changé quasiment le titre de classificateur. Vous l'appelez plus classificateur, vous l'appelez, rappelle-moi le titre exact du classificateur maintenant chez vous. Customs Data Analyst, puisque l'idée c'est classificateur, on a l'impression que c'est réducteur à le fait de donner un code douane. Or, les missions du classificateur, en fait, vont beaucoup plus loin, puisque tout à l'heure, on parlait des attributs des fiches produits. C'est la dimension d'un sac, la nature d'un textile,
la hauteur d'un talon sur une paire de chaussures, c'est une donnée qui en soi n'est pas douane, mais qui va permettre de rendre compliant des processus douane, certes le code douane, mais bien plus que ça. Donc pour nous, en fait, le rôle du classificateur va bien plus qu'au-delà du simple code douane, il a aussi un travail à faire sur ça. Donc c'est pour ça nous, il a une dimension beaucoup plus de customs data analyst que de simple classificateur. Donc en résumé, la fonction continue à exister, elle est en train d'évoluer, elle se rapproche de plus en plus du produit, elle se rapproche de l'ingénierie douanière, c'est-à-dire qu'elle va contribuer aux optimisations et à l'ingénierie douanière. Elle est beaucoup plus ouverte vers les autres fonctions de l'entreprise, en particulier les fonctions de création et de produits. Et elle est aussi en train de se projeter à l'international, puisque comme elle récupère, entre guillemets, du temps, puisqu'elle ne travaille plus que par exception sur la codification douanière, le temps qui est récupéré est utilisé pour accompagner les marchés dans la détermination de leur code à l'importation, voire l'optimisation. Donc, on est en train de se rendre compte que la digitalisation des processus donc, de classification ne détruit pas le métier du classificateur, mais le fait évoluer. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important qu'on doit se dire et qu'on doit partager tous ensemble, c'est que la digitalisation des processus et la digitalisation des fonctions et des métiers, finalement, elle n'est pas là pour dévaloriser le métier, bien au contraire, elle va aider le métier et puis la fonction douane et puis la fonction du commerce international à se repositionner au sein des structures, au sein des sociétés, en limitant, entre guillemets, les tâches à non-valeur ajoutée, mais en prenant de plus en plus de temps pour créer de la valeur au sein de l'organisation, travailler les optimisations et surtout aller chercher des niveaux de compliance relativement élevés. Ça, c'est ce qu'on a finalement découvert et c'est ce qu'on est en train de comprendre au travers de ce type de projet. Mais au-delà de ça, si on veut aller encore plus loin, Franck, je me tourne encore vers toi parce que c'est toi le spécialiste. L'intelligence artificielle est en train d'intégrer beaucoup de processus au sein des entreprises. Alors, est-ce qu'on peut un jour imaginer que l'intelligence artificielle puisse aussi s'appliquer dans le domaine de la classification? Oui, bien sûr. Alors, c'est même pas un jour, c'est déjà aujourd'hui. Bon, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, mais pour moi, cette champ-là, c'est vraiment un champ principal où on peut l'appliquer déjà aujourd'hui. Je vous donne un exemple que ça explique peut-être, vous avez peut-être déjà entendu qu'il existe des systèmes qui aident aux médecins aujourd'hui de faire un diagnostic sur le patient. Et comment ça fonctionne dans ce domaine-là? Le système-là, ils vont analyser des données structurées comme la température ou les paramètres sanguins du patient, mais ils vont aussi regarder peut-être les radiographies ou toute l'histoire du patient qui est souvent dans le texte, exprimé dans le texte naturel et dans les notes du médecin qui est probablement pas très peu lisible par des machines, mais quand même. Hein. Donc tout ça, ça c'est une combinaison des données structurées et non structurées. Et nous ici, dans ce champ d'application, on peut faire la même chose. On peut prendre les documentations qui existent sur le produit, sur les formes de PDF ou autres. On peut prendre peut-être les images des produits. Donc, tout ce type de données non structurées qui peut augmenter la base d'informations disponibles. On peut tout ça donner à une machine qui peut apprendre à la base d'un jeu des données existantes, des classifications historiques sur des produits similaires ou peut-être pas similaires, mais où il y a certains éléments qui sont pareils. Et la machine peut détecter s'il y a une similarité, peut proposer le code ou peut aussi dire attention, ça c'est quelque chose, il y a un changement significatif.
dans ce produit-là, il faut peut-être faire une analyse par un humain qui allait un peu plus dans les détails. Donc là, je pense que ça, c'est un champ principal où l'intelligence artificielle peut nous aider à encore plus loin dans l'aide à la décision. Donc, on a vu que le champ des possibles est immense. Si on a un conseil à donner, c'est très certainement donc de commencer sur des choses simples et puis de démontrer par la preuve que c'est possible, que ça marche, qu'on a un vrai retour sur investissement dessus. Et donc, il ne faut pas voir trop grand au début. Il faut très certainement sélectionner des lignes de produits, des familles de produits, et de dire on ne va pas commencer sur 100% de la base article, mais on va commencer sur une famille, deux familles, et on va commencer à industrialiser ce processus de classification. Et c'est au travers de ces entre guillemets, non pas expérimentation, parce qu'on n'est plus dans l'expérimentation, mais de ces mini-projets qu'on va construire, entre guillemets, les succès, l'adhésion générale des équipes et qu'on va pouvoir embarquer un vrai projet de transformation de la fonction douane et puis de la fonction trade, parce que comme l'a dit François au début, il dit la chose suivante, il dit finalement, la classification, c'est le point de départ et puis c'est le démarrage. On attaque généralement un programme de transformation de la fonction par la transformation de la classification. Donc, c'est le point de départ. Donc, et c'est des projets qui sont relativement simples à démarrer. Donc, voilà. Donc, si on a une conclusion à faire, c'est est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça amène de la valeur dans les organisations? Oui, à la fois financière, mais de la valeur d'un point de vue du respect de la compliance. Est-ce que ça dénature les métiers existants? Non, bien au contraire, ça permet de repositionner les métiers et de travailler par exception et de concentrer le temps dégagé sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Est-ce que ça va avancer vite dans les prochains mois et puis dans les prochaines années? Très vite, puisqu'on sait déjà que les étapes d'après, c'est des étapes qui seront plus sur des intelligences artificielles. On n'en est pas encore là, mais on voit ce que c'est en train de faire dans d'autres fonctions au sein des entreprises et dans d'autres processus dans notre quotidien. Voilà, donc c'était un message plutôt d'espoir et d'enthousiasme, entre guillemets, de dire il n'y a pas que les autres qui vont se transformer, la fonction douane est aussi capable de se transformer dans les prochains temps. Voilà, on espère que les échanges vous ont amené plein de réflexions, qui peuvent susciter aussi des questions. Et donc, on va vous laisser la parole. Vous avez un système de chat et on peut prendre toutes vos questions et y répondre. Alors, est-ce qu'on a des premières questions qui sont arrivées? Jean-Christophe, je me permets de prendre la parole. Il y a une première question qui est arrivée déjà. Bonjour, d'où vous collectez les données pour entraîner l'arbre de décision à reconnaître le bon code douanier? D'où est-ce qu'on prend les données? Oui. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Enfin, je me permets de répondre, parce que c'est peut-être plus la vision métier. Ça vient des systèmes amont, et donc du coup, ça veut dire de connaître les systèmes dans lesquels les attributs de vos fiches articles en fait sont codifiés. Et du coup, après, si on prend la vision informatique, c'est avec ces systèmes-là qu'il faut être interfacé. Donc, c'est à partir de en fait le travail. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on disait que le métier classificateur se déplace aussi avec la direction informatique, c'est de connaître aussi les codifications dans les systèmes amont. Et peut-être de mon côté, là, si je prends un aspect plutôt informatique, c'est typiquement les systèmes de PLM, Product Lifecycle Management,
des systèmes qui sont utilisés par des ingénieurs ou des créatifs qui créent des produits, où ils gèrent leur matériel, où ils gèrent leur contenu, leur bill of material. Où on a aussi un cas où c'était plutôt une division EHS qui a créé une grande base de données, de contenu, par exemple dans une cas d'application dans l'agroalimentaire où il y a une base de données des matières grasses ou des contenus des différents d'origine animale. Donc ça, c'est ce système-là qu'on doit typiquement intégrer. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne pense pas qu'on ait le temps de répondre à toutes les questions. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on a le nom des personnes en face de chaque question. Donc, on vous rappellera très certainement et puis on creusera avec vous les réponses. Alors, je vais quand même essayer d'en sélectionner quelques-unes. C'est écrit tout petit. Alors, j'ai une question qui dit, est-ce que cet outil ne s'adresse-t-il qu'aux chargeurs ou aussi aux représentants en douane, aux commissionnaires en douane? Donc ça, c'est une première question. Est-ce qu'on peut imaginer que le domaine soit aussi chez les commissionnaires en douane? Pourquoi pas? Je veux dire, on l'a dit tout à l'heure, on m'a posé la question de la responsabilité entre l'importateur et l'exportateur ou le représentant en douane enregistré. Donc, le représentant en douane, il a un rôle de conseil. Donc, on pourrait très bien imaginer que cette solution puisse être déployée chez un représentant en douane. Alors après, il faut quand même être en mesure d'avoir tous les attributs et tous les critères des produits que vous dédouanez pour vos clients pour être en mesure de paramétrer l'arbre de décision en conséquence. Donc voilà, il y a juste le fait que vous ayez les recettes, les bill of material ou les recettes des produits que vous avez à classer de vos clients. Mais c'est possible. Ce que dit François, il dit la chose suivante, il dit un commissionnaire en douane qui a une relation privilégiée avec un industriel ou un distributeur et qui dit je vais prendre en charge l'intégralité de votre classification bien en amont de la déclaration, le système peut être installé chez le commissionnaire en douane et on crée les interfaces avec le RP du client. Il y a une autre question qui est arrivée aussi, qui dit, mais cette solution, est-ce qu'elle marche et depuis quand elle est commercialisée? Voilà, donc ça, je peux laisser Franck peut-être répondre. Alors, Franck, il nous a quittés, non? Alors, je vais répondre. Alors la question est, si j'ai bien compris, est-ce que c'est déjà en production? Voilà, est-ce que c'est déjà en place? Oui, bien sûr. Alors, cette solution est déjà en production sur plusieurs clients. Ça marche. Ça a déjà montré la valeur. C'est quelque chose qui est tout à fait déjà en production. Si je prends l'exemple, vu que je suis présente, vu qu'on le déploie au fur et à mesure, il est déjà en production pour nous en interne, en fait. J'ai une autre question qui dit comment gérez-vous l'évolution de la nomenclature et des textes de loi dans l'arbre de décision? En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand on reparlait du rôle du classificateur. Autant il a un travail à faire sur les attributs, ça n'empêche que c'est aussi au classificateur de s'assurer que l'arbre de décision, qui est un automate, donc il prend les attributs, il vous trouve le code douane. Donc si d'un coup, je dis n'importe quoi, les sacs ne sont plus classés au chapitre 42, mais chapitre 41, ce qui est complètement impossible. Mais si vraiment là, on est sur complètement une autre définition de code douane, en fait, vous redéfinissez votre arbre de décision. Donc là, c'est au classificateur en fait de revoir dans quelle mesure une mise à jour, un nouveau code douane ou là pour ce qui se prépare pour 2022 sur la structure du HS va ou pas impacter l'arbre de décision. Et après, si l'impact est considérable, ça redevient, pourquoi pas, de retravailler avec les équipes IT pour vérifier que les paramétrages sont bons ou s'il s'agit juste d'une mise à jour. Mais ça, c'est le rôle du classificateur de s'assurer aussi que ces règles fonctionnent toujours par rapport à sa réglementation.
Alors, je ne pensais pas qu'on aurait autant de questions. Il y a énormément de questions. On n'arrivera pas à répondre à tout le monde. On va toutes les prendre et puis on va essayer d'amener une réponse à chacun sur toutes les questions. Qu'est-ce que j'ai comme question? Nous avons énormément de produits qui reviennent tous les ans dans la grande distribution. Pour chaque nomenclature, il faut effectuer les critères. Est-ce qu'il faut réeffectuer les critères et les attributs à chaque fois qu'on a un nouvel article avant d'utiliser l'arbre de décision? C'est ce qu'on a expliqué en fait. C'est de dire à chaque fois que vous allez créer un nouvel article dans votre fiche article, il y a une liste d'attributs qui permettent de caractériser l'article et la personne qui conçoit le produit doit être capable de sélectionner les bons attributs, de dire effectivement je mets un attribut hauteur de talon, je mets un attribut cuir ou synthétique. Et voilà, et les attributs sont déjà préqualifiés. La personne qui conçoit le produit n'a plus qu'à sélectionner l'attribut. Donc, oui, alors nous, si on crée l'arbre de décision, normalement, il y a aussi tout en bas de l'arbre, il y a des nœuds de sécurité. Tous les articles où on ne trouve pas du tout un règle, ils tombent sur ce nœud de sécurité et si un nouveau article, on ne connaît pas encore les attributs, ou on n'a pas encore des règles, il tombe sur ce nœud et ça donne une alerte pour l'utilisateur pour voir, voilà, ça c'est quelque chose de nouveau, je ne connais pas, je ne peux pas classer automatiquement, il faut maintenant enrichir l'arbre ou le classer manuellement. On a une autre question et ça sera la dernière parce que on a déjà légèrement dépassé. Intégrez-vous un taux d'erreur admissible au niveau des arbres de décision et comment vous gérez les risques associés? Alors là, je peux peut-être aussi répondre. Si on veut aller dans cette direction-là, on peut peut-être attribuer à chaque nœud dans l'arbre de décision aussi un niveau de confiance. Et peut-être donner finalement avec le code qu'on a trouvé un niveau de confiance final. Et avec ça, peut-être ça peut aussi aider les utilisateurs à se focaliser sur les éléments où il y a un taux de confiance relativement faible pour focaliser le travail, pour prioriser le travail. Bon, il y a beaucoup de questions, je vous dis, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toutes les questions et on va essayer d'amener une réponse à chaque question et on va revenir vers vous avec les différentes réponses qu'on pourra vous donner. Voilà, il est midi. J'espère que vous avez apprécié le format de la table ronde. En tout cas, pour nous, c'était une première. On était très contents de partager ce moment avec vous. Et puis, c'est le début d'autres webinaires sous format de table ronde où on abordera dans les prochaines semaines et puis les prochains mois les autres aspects de la digitalisation, des autres processus de la douane et du trade, en particulier la gestion de l'origine, la gestion des licences, les screening parties, voilà, où on vous donnera un éclairage sur les apports de la digitalisation sur ces processus métiers. Voilà, il nous reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à vous dire un peu plus tard. Merci à tous, bonne journée. Merci à vous tous, bonne journée, au revoir.